Depuis plusieurs années, les backrooms sont devenus l'un des concepts horrifiques les plus fascinants d'Internet. Ces interminables couloirs jaunes éclairés au néon ont donné naissance à des milliers d'images, de vidéos, de jeux vidéo et de théories. Pourtant, le film Backroom sorti en 2026 choisit une approche bien différente. Plutôt que de raconter une simple histoire de monstres dans un labyrinthe infini, le film transforme les backrooms en métaphores psychologiques. Une métaphore de la solitude, du regret, de l'échec et de l'enfermement. Et c'est probablement ce qui rend sa conclusion aussi fascinante, car derrière son apparence de film fantastique, Backroom parle surtout d'individus incapables de tourner la page. Pour comprendre la fin du film, il faut d'abord comprendre ce que représentent réellement les backrooms. On va donc voir la psychologie des personnages, la symbolique cachée derrière les scènes, et bien sûr, je vais vous présenter ma théorie sur la fin du film. Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Perspective Cinéma. J'ai trouvé quelque chose. Le film s'ouvre sur une scène étrange. Un scientifique court dans les backrooms, filmé par une caméra typique des années 90. Il semble paniqué, perdu, séparé de son groupe, puis il disparaît hors champ après l'attaque d'une entité. Cette séquence nous confirme immédiatement une chose, les backrooms existent réellement dans l'univers du film. Mais le véritable sujet du récit n'est pas là. Après cette introduction, nous découvrons Clark, propriétaire d'un magasin de meubles. Il tourne une publicité locale dans laquelle il se déguise en pirate. La scène est volontairement ridicule. Clark tombe d'ailleurs même au sol à la fin du tournage. Il dit même que les meubles qu'il vend sont de la camelote. Les assistants, Bobby et Catherine, qui filment, semblent gênés et lui-même paraît profondément mal à l'aise. Cette scène pourrait sembler anecdotique, pourtant elle résume déjà toute sa tragédie. Nous apprenons rapidement par la suite que Clark est architecte de formation, il possède un diplôme supérieur, mais pour financer sa maison et les études de droit de sa femme, il a abandonné sa carrière. Puis son mariage s'est effondré, sa femme l'a quitté et il a perdu sa maison. Il s'est donc retrouvé prisonnier d'un métier qu'il n'aime pas. Le magasin devient alors bien plus qu'un lieu de travail, c'est une prison. D'ailleurs, Clark vit littéralement dans ce magasin après son expulsion. Le film introduit ainsi son thème principal, qui est donc l'enfermement, avant même de montrer les backrooms. Clark est donc enfermé dans sa routine, dans ses regrets, avec la photo de sa femme à ses côtés, dans une vie qu'il n'avait jamais imaginée pour lui. Ce thème est renforcé par le personnage du docteur Mary Klein. Mary est psychologue et auteur d'un livre intitulé « Regarder à travers la fenêtre », un titre qui résume parfaitement sa philosophie. Selon elle, les êtres humains répètent souvent les mêmes erreurs et ils reproduisent les mêmes schémas. Ils tournent en rond, comme dans un labyrinthe, comme dans les backrooms. Et c'est précisément là que le film devient intéressant. Les backrooms ne sont pas apparus à l'écran, pourtant, elles sont déjà présentes dans la vie des personnages. La psychologie de Clark se dévoile lors d'une séance de thérapie fascinante avec le docteur Mary Klein. Pour le faire extérioriser, elle pratique un exercice de jeu de rôle et incarne son ex-femme. C'est à ce moment-là donc qu'on comprend la tragédie de Clark, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est donc architecte avec un diplôme supérieur. Et donc, par amour, il s'est sacrifié, il a contracté un crédit massif pour payer une maison, financer les études de droit de sa compagne. Tout cela est donc tombé à l'eau, et pour assumer tout cela, il a dû abandonner sa vocation et prendre un job de vendeur de meubles. Un métier donc moins prestigieux, qui le vit comme une dégradation sociale, et en plus de ça, pour couronner le tout, sa femme le quitte et l'a expulsé de sa propre maison. Dès lors, la solitude devient totale, Clark n'est plus chez soi, il vit donc littéralement dans son magasin de meubles, à côté de la photo de sa femme, qu'il semble regretter. Le film aborde frontalement le vide de son existence. Quand la psy lui demande s'il se sent seul, il répond que non, qu'il a des employés et ses clients, mais visuellement, le film le contredit. Le magasin est désert, il n'y a aucun client au quotidien, et ses seuls employés, si on peut les appeler comme tels, car ils ne travaillent pas à temps plein, sont ses deux assistants temporaires de la pub, Bobby et Catherine. Clark est donc enfermé dans son travail, il y vit et reste bloqué dans son passé, agrippé à la photo de son ex-femme aux cheveux roux, détail important pour la suite. C'est par hasard dans les tréfonds de son magasin que Clark bascule dans les backrooms. Celle-ci ressemble exactement à ce que les fans pouvaient attendre, des couloirs jaunes, des néons, des bureaux abandonnés, des pièces infinies. Mais un détail attire immédiatement l'attention, les meubles, ils sont partout, placés sans logique, empilés, fusionnés, comme si quelqu'un essayait de reproduire le monde réel sans réellement comprendre son fonctionnement. C'est une sorte d'archive maladroite et incohérente.
Clark découvre ensuite plusieurs éléments intrigants. Une pancarte représentant un homme préhistorique. Cette pancarte est face à une caméra et elle diffuse des messages de salutation dans toutes les langues du monde. Il y a également à proximité un sac contenant un badge d'employé et plusieurs disquettes informatiques. Tout donne l'impression d'une expérience scientifique abandonnée, comme si quelqu'un observait les backrooms depuis longtemps. Soudain, un monstre hors champ déchire violemment la pancarte, forçant Clark à fuir. Plus tard, quand Clark raconte l'existence des backrooms à Dr. Mary, avec une carte dessinée à la main à l'appui, malgré la précision chirurgicale de la carte, rappelant ainsi qu'il est toujours architecte, Mary pense d'abord à un délire lié à l'alcool ou la drogue. Je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes ? Ouais. Pour lui prouver la vérité, Clark y retourne en amenant ses deux assistants caméra, Bobby et Catherine. Le film bascule alors dans une esthétique found footage, immersive et étouffante, avec bien sûr la caméra des années 90 à la main, un peu à la manière de Projet Blair Witch, et plus le groupe progresse, plus les backrooms changent. Les espaces deviennent plus sombres, plus sales, plus inquiétants, les bureaux laissent place aux déchets, aux vêtements abandonnés, comme si le décor s'est dégradé à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. Le groupe donc descend en verticalité. Les backrooms se calquent sur l'esprit humain, à mesure que l'on s'enfonce, les souvenirs se mélangent. On touche aux refoulés, aux salles, aux traumas. Cette évolution est donc symbolique. Les backrooms ressemblent de moins en moins à une copie du monde, et de plus en plus à une copie de l'esprit humain. Dans cette descente aux enfers, l'horreur frappe. Le jeune assistant Bobby est attaqué et enlevé par une entité. Catherine essaye de s'enfuir, et Clark fuit. La caméra le suit. Il traverse avec vitesse des pièces sombres et étranges, et il finit par tomber dans une pièce totalement noire, contenant pour seul élément un sapin de Noël. La course-poursuite effrénée prend fin brutalement, et le temps semble s'arrêter. En réalité, Clark ressent une familiarité déchirante. Cette pièce est une scène qui semble provenir de ses souvenirs. Un bon souvenir, semble-t-il, celui de Noël qui fêtait chez lui. C'est bien son sapin, dans sa maison, avant qu'il ne soit expulsé. C'est là qu'apparaît une entité, au visage de femme aux cheveux roux qui le suit. Ce n'est pas un monstre au hasard, c'est la matérialisation physique de son regret, le fantôme texturé de son ex-femme. Clark s'enfuit et change de salle, mais il finit par se faire capturer par une grande entité, qu'on ne voit pas, et qui est hors champ. Plusieurs semaines passent. Un jour, Marie décide de se rendre au magasin de Clark. La porte est ouverte, le courrier s'accumule, mais la musique d'ambiance du magasin tourne toujours en boucle, symbole de ce temps psychologique qui refuse d'avancer. Au sous-sol, elle découvre un véritable quartier général, des tables remplies de dessins, des cartes détaillées, des tableaux griffonnés. Clark n'essayait plus de s'en échapper, il essayait de comprendre cet espace, ou plutôt d'y habiter. C'est ici que le film enrichit le personnage de Marie. Il y a des flashbacks cruciaux, on découvre son propre trauma, une mère malade qui l'enfermait et lui interdisait de regarder dehors. Toutes ces pièces. Une mère qui finira internée en psychiatrie après avoir perdu la maison familiale, consumée par le regret de ce foyer perdu. Marie a écrit son livre pour aider les gens à sortir de leur prison mentale, mais elle est irrémédiablement attirée par la sienne. C'est pour ça d'ailleurs que dans la scène où elle échangeait avec Clark sur les backrooms, elle a posé une question étrange. Êtes-vous le seul à avoir vu les backrooms ? Comme si le récit de Clark était en lien avec la maladie de sa mère. Parenthèse fermée, Marie s'avance à son tour dans le passage des backrooms. En explorant les backrooms, elle découvre une peinture murale énigmatique représentant des scientifiques aux combinaisons jaunes et une inscription évoquant le fait de tourner en rond à l'infini. C'est là que Clark surgit. Il n'est plus le patient docile, il lui fait une prise pour lui faire perdre connaissance afin de la déplacer plus profondément dans le labyrinthe. En parallèle, le film nous montre un autre écran, un scientifique à la cinquantaine, qui est devant son écran de télé. Il voit le visage de Clark et le reconnaît instantanément grâce à sa publicité de Pirates Bon Marché. Les observateurs de l'introduction sont toujours là et savent désormais où est l'entrée des backrooms. Quand Marie se réveille, l'horreur bascule dans le surréalisme macabre. Elle est attachée à une table et autour d'elle, elle dîne en compagnie de Clark et de 3 entités humanoïdes difformes et dociles, dont la femme aux cheveux roux. Au cours du repas, Clark ouvre un frigo, prend une boisson, et le film nous glace le sang. On y découvre la tête coupée de la jeune assistante caméra, Catherine. Clark ne s'est pas contenté de survivre ici, il est devenu un monstre, se nourrissant littéralement des humains égarés, découpant même un morceau de ventre d'une entité en chemise à carreaux. Pour Clark, ce lieu est sa maison, il s'y sent bien, parce qu'ici, il contrôle tout. Il manipule ces monstres sans volonté, comme des poupées.
Il force Marie à rejouer l'exercice de thérapie de son expulsion. Pour que ce soit même plus réel, il coupe les cheveux roux de son entité femme pour les placer sur la tête de Marie. Mais Marie le confronte avec des mots violents et destructeurs, le poussant à réaliser sa propre responsabilité dans son échec de son mariage. Clark fond en larmes. C'est ce pic émotionnel qui déclenche l'arrivée du véritable prédateur, une immense entité déformée. C'est une version cauchemardesque de Clark, habillé dans son costume de pirate ridicule de la publicité télévisée. En voyant le monstre, Clark semble terrifié, mais tente de le rassurer, de se rassurer lui-même, en affirmant face à l'entité « on peut rester comme ça, c'est normal ». Mais l'entité pirate refuse ce compromis, elle refuse cette acceptation misérable de son rôle de clown cheap et humilié. Elle se jette sur Clark et le dévore. Ce n'est pas juste un monstre qui tue un homme, c'est un homme littéralement dévoré par l'incarnation de sa propre honte et de ses échecs professionnels. Marie parvient à se libérer alors que le monstre pirate se tourne vers elle. Pour lui tenir tête, elle utilise son objet le plus précieux, un morceau de pierre, un fragment de béton de sa maison d'enfance détruite, sur lequel est figée son empreinte de main d'enfant. Elle fracasse ce souvenir sur la tête du monstre, elle déclenche les bouteilles de gaz disposées autour, un piège laissé là par les scientifiques, et s'évanouit, alors que les équipes de secours l'évacuent. Il y a ensuite une ellipse. L'ellipse finale nous montre Marie, qui rentre dans le refuge, dans le QG scientifique. Elle est interrogée par le scientifique cinquantenaire qui avait reconnu Clark. Il veut savoir ce qu'elle a vu et compris. Marie lui livre alors la phrase culte du film, qu'on a entendue par Clark dans la scène du banquet. C'est comme si on demandait à des personnes de nous décrire un chien alors qu'elles n'ont jamais vu de leur vie un chien. Les backrooms dépassent nos structures logiques, puis le docteur Mary Klein s'éteint. Elle ne meurt pas physiquement, mais son esprit lâche prise, elle baisse la tête et n'écoute plus le monologue du scientifique, dont la voix s'efface sous une musique profondément mélancolique. Le plan final nous montre sa représentation, son entité déformée, condamnée à errer dans les couloirs jaunes. Alors quelle est l'explication de cette fin ? Ma théorie est que les backrooms fonctionnent comme une archive émotionnelle géante. Elles inscrivent les empreintes psychologiques des personnes qui s'y perdent ou qui ont attaché des forts sentiments dans des lieux de vie. Le film divise ces empreintes en deux catégories bien distinctes. D'un côté, les entités passives, elles naissent de l'attachement et du regret mélancolique d'un lieu d'amour, comme l'entité de l'ex-femme de Clark ou la mère de Marie qui regrettait sa maison. De l'autre, les entités agressives, elles naissent des traumatismes, de la honte et des frustrations refoulées. Le Clark pirate est un monstre sanguinaire parce que Clark détestait ce magasin, détestait ce costume et souffrait d'une solitude extrême dans cet espace de travail sans clients. Le lieu a absorbé sa rancœur pour en faire un prédateur. À la fin, Marie ne s'est pas téléportée, elle a perdu une partie de son esprit ou donné son empreinte émotionnelle sur un lieu. Et les backrooms ont gardé une copie de cette empreinte. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'objet brisé sur le monstre pour survivre est son empreinte de main d'enfant dans un morceau de béton. Dans sa lutte contre le monstre, elle a détruit son ultime lien matériel avec son passé et sa maison d'enfance. Elle a donc perdu son dernier souvenir de foyer, privée de cet ancrage, submergée par la solitude et par la détresse de Clark, qu'elle a fini par ressentir, elle sombre à son tour dans une mélancolie totale. Sa conscience s'évapore du monde réel, laissant son corps vide face aux scientifiques, et donne ainsi naissance à sa propre empreinte émotionnelle, sa propre entité passive, piégée à jamais dans le labyrinthe. Elle qui disait aux autres de regarder par la fenêtre pour briser la routine, s'est fait absorber par la plus grande boucle de l'univers. C'était mon analyse sur Backroom. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette idée d'archive émotionnelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Perspective Cinéma. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!